Amis, prenez place et installez-vous confortablement. Introduction. Non létal, moins que létal, soft kill, prélétal, sublétal et même pire que létal. Reflétant des évaluations différentes, ces termes sont tous utilisés pour décrire des armes destinées à neutraliser des personnes sans causer la mort ou des blessures permanentes ou à mettre hors service des équipements en causant un minimum de dommages à l'environnement. Il existe des désaccords de longue date sur les mérites et les définitions du terme non létal, ou d'autres termes liés à la létalité lorsqu'ils sont appliqués à une arme ou un groupe d'armes. Dans les années 1990, l'attention croissante des militaires a donné lieu à un débat divisé et durable entre les partisans des armes non létales et les sceptiques, comme le décrit Fiedler. Les partisans ont mis l'accent sur ce qu'ils considéraient comme la promesse révolutionnaire des nouvelles technologies d'armement et leur potentiel à promouvoir un usage humain de la force. Les sceptiques, quant à eux, s'appuyant sur les préoccupations exprimées pour la première fois dans les années 1970, ont mis en garde contre l'octroi d'un statut spécial à toute technologie d'armement et ont souligné la nécessité d'une évaluation technologique, juridique et éthique critique. Dès le départ, il a été reconnu qu'aucune arme ne pouvait être entièrement non létale, comme l'affirme un rapport de 1972 commandé par la National Science Foundation des États-Unis. Le terme non létal est un terme relatif. Toutes les armes et une grande variété d'objets qui ne sont pas destinés à servir d'armes créent un risque primaire ou secondaire de mort ou de blessure permanente. La gravité probable de leurs effets, leur létalité, dépend d'un nombre de facteurs qui ne sont pas tous déterminés par leur conception. Les armes qui ne sont pas destinées à tuer ou à causer des blessures permanentes, si elles sont utilisées avec un certain degré de régularité, causeront sans aucun doute des décès en raison de différences physiologiques entre les personnes contre lesquelles elles sont employées, d'un mauvais fonctionnement physique, d'une mauvaise utilisation et d'autres circonstances. L'une de ces circonstances supplémentaires est la fréquence d'utilisation. Comme l'a souligné le rapport d'une conférence du ministère de la Justice sur les armes non létales en 1986. Il a été souligné que l'utilisation excessive d'armes non létales peut entraîner aucune amélioration nette des taux de blessures mortelles par rapport à la pratique des armes létales. Si, par exemple, une arme moins que létale est un dixième aussi létale qu'une arme de poing, mais est utilisée 10 fois plus fréquemment, un nombre identique de sujets sera blessé mortellement. De ces observations est née une préférence parmi les organisations de police et de maintien de l'ordre. Le terme « moins létal » a été choisi pour décrire une arme qui n'était pas entièrement sûre ou non létale. Mais si elle est utilisée selon certains paramètres, elle est moins susceptible de causer la mort ou des blessures permanentes qu'un dispositif conçu pour avoir la capacité de tuer ou de blesser de façon permanente. Le Forum international sur l'application des lois, sur les options de force minimale, un groupe de collaboration entre les forces de police des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et d'un certain nombre d'autres pays européens, créé en 2001, a formulé sa propre définition des armes moins létales. L'application de tactiques et de technologies qui sont moins susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves que les armes à feu et ou les munitions conventionnelles. Les organisations militaires ont privilégié la terminologie non létale, qui a été formalisée par le ministère américain de la Défense dans la directive du 3 juillet 1996. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, aussi appelée sous le nom de OTAN, a utilisé l'exemple américain pour sa propre définition. Les armes non létales sont des armes qui sont explicitement conçues et développées pour neutraliser ou repousser le personnel, avec une faible probabilité de décès ou de blessures permanentes, ou pour mettre hors d'usage des équipements avec un minimum de dommages indésirables ou d'impact sur l'environnement. Bien que différentes organisations utilisent les termes non létal, moins létal ou moins que létal,
ces termes sont interchangeables dans le sens où elles sont généralement utilisées pour désigner le même groupe d'armes variées. Le prochain chapitre, remise en question de l'intention bénigne. Toutes les définitions des armes non létales ont en commun l'intention apparente de minimiser les blessures permanentes ou la mort. Il s'agit du principal facteur proposé par les partisans de la distinction entre les armes non létales et les autres armes. C'est également l'une des principales affirmations soumises à la critique. Cette intention, apparemment bénigne, dans le développement et l'utilisation des armes non létales est souvent supposée par les défenseurs. Mais il existe des incohérences évidentes tant dans la politique régissant ces armes que dans les réalités de leur utilisation. Les politiques du ministère américain de la Défense et de l'OTAN contiennent peut-être la contradiction la plus frappante. Les armes non létales peuvent être utilisées en conjonction avec des systèmes d'armes létaux pour améliorer l'efficacité et l'efficience de ces derniers dans les opérations militaires. Cela s'applique à toute la gamme des opérations militaires, y compris aux situations où une force écrasante est employée. L'utilisation d'armes non létales pour renforcer le pouvoir meurtrier d'armes létales semble totalement incompatible avec l'intention de minimiser les blessures permanentes et les décès. Pourtant, cette politique contradictoire est au cœur des considérations militaires sur les armes non létales. Le rapport d'un séminaire qui a réuni des représentants des gouvernements britanniques et américains en 2000 est révélateur. Les armes non létales peuvent être utilisées dans le cadre de missions très diverses. Dans certains cas, elles peuvent être employées pour sauver des vies innocentes et des biens, tandis que dans d'autres, elles peuvent être utilisées pour renforcer l'efficacité des armes létales. Le rapport affirme qu'il faut un effort concerté pour contrer la perception d'opérations purement non létales. Les contradictions sont encore plus évidentes dans la pratique. Pendant la guerre du Vietnam, l'agent chimique irritant CS, également connu sous le nom de gaz lacrymogène, a été utilisé à grande échelle pour renforcer le pouvoir meurtrier des tirs létaux plutôt que pour réduire le nombre de victimes. Un rapport publié par le Parlement européen en 2000 a rassemblé de nombreux exemples d'utilisation d'armes non létales en conjonction avec des armes à feu létales dans le monde entier. En 2002, les forces spéciales russes ont utilisé des drogues anesthésiantes pour assommer des preneurs d'otages dans un théâtre de Moscou qui ont ensuite été abattus alors qu'ils étaient inconscients. Cette tactique consistant à utiliser des armes non létales de manière prélétale a été spécifiquement formulée dans la doctrine de l'armée américaine. Des capacités non létales sont nécessaires pour provoquer l'ennemi qui se cache dans la défilade, le couvert et la dissimulation, ou cacher un milieu de la population non belligérante, à sortir de sa cachette et à être ainsi exposé à des effets létaux. Il est clair que la référence à une létalité réduite n'a pas de sens dans ces contextes. Il est important de reconnaître que les exemples cités ne représentent qu'une partie de l'utilisation des armes non létales et qui sont bien plus pertinents pour les opérations militaires que pour les opérations de police. Néanmoins, le nombre important d'exemples pratiques associés à des politiques de soutien explicites suffit à jeter le doute sur la véracité des affirmations concernant l'intention qui sous-tend le développement et l'utilisation d'armes non létales qui est à la base de la plupart des définitions. Le prochain chapitre, alternative à la force létale ou outil de conformité. Une autre caractérisation courante des armes non létales est qu'elles représentent une alternative aux armes létales. L'Agence de recherche et de développement du ministère de la Justice des États-Unis déclare sur son site internet que les armes non létales ont été développées pour fournir aux forces de l'ordre, au personnel pénitentiaire et militaire une alternative à la force létale. Le raisonnement couramment avancé est que ces armes peuvent être utilisées à la place des armes à feu conventionnelles pour réduire le nombre de victimes et sauver des vies. Ce message est affirmé par les concepteurs de l'armée et de la police, puis relayé par les médias dans leurs reportages sur le déploiement des armes non létales. Là encore, des exemples de politique et de pratique doutent sur ces affirmations.
Les autorités qui supervisent l'utilisation des armes non létales par la police mettent souvent en garde contre le fait de les utiliser en remplacement d'armes létales. Par exemple, un rapport de 2003 de la Metropolitan Police Authority du Royaume-Uni a noté ce qui suit. Le Home Office, l'association des chefs de police et officiers, s'accorde à dire que les options moins létales ne devraient pas remplacer l'utilisation des armes à feu par la police. Il n'en reste pas moins que lorsqu'une personne est armée d'une arme à feu ou qu'elle est dangereuse au point de mettre sa vie en danger d'une manière imminente, les armes à feu continueront d'être déployées, même si elles sont désormais soutenues par des options moins létales. Comme on pouvait s'y attendre, les militaires sont encore plus réticents à envisager des restrictions sur l'utilisation de la force létale. Comme le stipule la politique de l'OTAN et du ministère américain de la Défense en matière d'armes non létales, ni l'existence, ni la présence, ni l'effet potentiel des armes non létales ne sauraient constituer une obligation d'utiliser des armes non létales, ni imposer une norme plus élevée ou des restrictions supplémentaires à l'utilisation de la force létale. Dans la pratique, s'il existe des exemples d'utilisation d'armes non létales à la place d'armes à feu, leur introduction constitue souvent un moyen de violence supplémentaire ou un niveau de force additionnel qui peut être plus facilement justifié. Ce phénomène a été reconnu très tôt par Accord dans leur livre The Technology of Political Control, publié pour la première fois en 1997. Une autre justification de la nouvelle technologie de contrôle des émeutes est la suivante. Si nous n'utilisions pas de gaz ou de balles en caoutchouc ou autres, nous devrions utiliser des armes à feu. Mais le cas de l'Irlande du Nord nous a montré qu'il ne s'agit pas de gaz ou de fusil, mais de gaz et de fusil. Un des paradoxes. La nouvelle technologie complète l'ancienne. Elle ne la remplace pas, comme l'a admis un autre fonctionnaire du ministère de la Défense. Le gaz CS est rarement utile contre les tireurs. À un niveau de violence moindre, dans des circonstances où l'utilisation d'armes à feu par les troupes serait inappropriée, voire illégale. L'utilisation généralisée de l'arme électrique taser fournit un exemple plus contemporain de cet usage supplémentaire de la force dans la pratique. Un rapport d'Amnesty International de 2004 a constaté que il existe également des preuves suggérant que, loin d'être utilisés pour éviter la force létale, de nombreux services de police américains déploient les tasers comme une option de force de routine pour maîtriser les individus non conformes ou perturbés qui ne représentent pas un danger sérieux pour eux-mêmes ou pour les autres. Le déploiement généralisé du taser, associé à une politique souple quant à son utilisation et à une réticence à l'employer comme alternative à la force létale, signifie qu'il est souvent utilisé par la police et l'armée pour obtenir la conformité, en contournant les techniques non violentes de résolution des conflits telles que la simple négociation. Les statistiques sur l'utilisation du taser parlent d'elles-mêmes. Une étude réalisée en 2004 sur l'utilisation du taser par la police dans un comté du Colorado a révélé qu'un tiers des 112 victimes avaient été menottées au moment des faits. Un examen similaire de plus de 500 utilisations du taser dans la région de Seattle a révélé que les victimes n'étaient pas armées dans 78% des incidents où le taser a été utilisé par le service de police de Seattle et 88% des utilisations par le bureau du shérif du comté de King. Un exemple de plus de 550 utilisations du taser par la Gendarmerie royale du Canada entre 2002 et 2005 a révélé que les victimes n'étaient pas armées dans 79% des cas. Le prochain chapitre, létalité par conception. Les critiques remettent en question l'idée implicite dans les définitions des armes non létales, que la létalité peut être une fonction de la conception. Le Comité international de la Croix-Rouge a longtemps attiré l'attention sur le fait que la létalité dépend du contexte, affirmant que les définitions couramment utilisées sont trompeuses dans la mesure où elles impliquent
que les armes conventionnelles sont mortelles à 100%, ce qui n'est très souvent pas le cas. Copeland a souligné que le terme non létal s'applique à toute une série d'armes anciennes et nouvelles et qu'il ne peut s'agir d'une propriété inhérente à une arme, car le résultat sera déterminé par une combinaison de facteurs de risque dans un contexte donné. Il conclut que le fait de décrire une arme comme non létale ou moins létale est trompeur et qui plus est intentionnel. Cette notion a des connotations politiques correctes, voire humanitaires, et constitue donc une stratégie de marketing efficace. En effet, il a été démontré que certaines armes décrites comme non létales ont un taux de mortalité comparable à celui des armes létales en théorie et en pratique. Un groupe de travail de la Federation of American Scientists a élaboré un modèle mathématique pour montrer que les armes biochimiques incapacitantes, telles que les drogues anesthésiantes puissantes, sont susceptibles de provoquer au moins 10% de décès. Dans la pratique, ce chiffre peut être plus élevé, comme l'illustre le siège de Moscou en 2002 où le taux de mortalité a été supérieur à 15%. Les auteurs du FAS font la comparaison avec des armes supposées être mortelles à 100%. Par exemple, dans les combats militaires, les armes à feu causent généralement environ 35% de décès parmi les victimes totales, les obus, environ 20%, et les grenades, environ 10%. Les armes chimiques létales sont comparables pendant la Première Guerre mondiale à la létalité des gaz était d'environ 7%. Le prochain chapitre, un plaidoyer fallacieux. Le sentiment que le terme non létal est utilisé comme une stratégie marketing pour les nouvelles technologies d'armement est renforcé par deux tendances récentes en matière de politique et de développement technologique. Premièrement, les militaires, la police et les autres défenseurs des armes non létales se sont efforcés d'adoucir le langage et la terminologie associés afin de faciliter une plus grande acceptation politique, publique et juridique, même face aux contraintes juridiques existantes. Il existe donc une véritable stratégie visant à décrire les armes non létales, non pas comme des armes, mais comme des capacités ou des technologies. Cette stratégie s'étend aux différents types d'armes. Les armes chimiques deviennent des calmants ou des agents anti-émeutes avancés. Les armes laser à base énergie deviennent des distracteurs optiques. Et les armes acoustiques, des dispositifs d'appel acoustique. Cette idée a été formulée explicitement lors de discussions en 2000 entre les représentants des gouvernements britanniques et américains. Un enthousiasme considérable, principalement au Royaume-Uni, s'est manifesté pour que l'on renonce au terme et à la notion d'arme, et que l'on se concentre sur les capacités non létales qui produisent des effets non létaux. Cela permettrait une plus grande flexibilité opérationnelle ainsi que politique et juridique. Le groupe s'est donc prononcé en faveur de l'expression « capacité non létale ». Afin de favoriser ce glissement sémantique, le Royaume-Uni et les États-Unis ont convenu de promouvoir une famille de capacités non létales plutôt que des armes dans les milieux politiques et médiatiques. La deuxième tendance est bien illustrée par un rapport de 2004 du Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion américain influent en matière de politique étrangère qui préconise un rôle accru des armes non létales dans l'armée américaine. Étendant la définition des armes non létales, au-delà de toute raison, le rapport décrit l'arme non létale idéale comme une arme dont les effets sont intentionnellement létaux. En un sens, l'expression arme non létale est un terme inapproprié. Et il n'est pas nécessaire que les armes non létales soient incapables de tuer ou de causer des dommages permanents. De plus, l'arme non létale idéale serait un système dont l'intensité et l'influence varieraient continuellement, allant d'un avertissement à un coup assommant en passant par un effet létal. Le désir de disposer d'armes ou de systèmes d'armes aux effets variables ou évolutifs n'est pas de nouveau.
Dès le début de son programme officiel d'armes non létales, le ministère américain de la Défense a insisté sur la nécessité d'une capacité rhéostatique, permettant de produire des niveaux d'effet variables comme l'un des principes directeurs de la recherche et du développement. Toutefois, au cours de la première décennie du XXIe siècle, l'accent a été mis de plus en plus sur l'intégration des systèmes non létaux et létaux, ainsi que sur la poursuite de la recherche et du développement de systèmes d'armes individuels dont les effets varient également de non létaux à létaux, notamment dans le domaine des armes à énergie dirigée. Il est clair que la terminologie non létale ou moins létale devient incompatible avec la nature de nombreuses nouvelles armes développées sous la bannière de non létale. Décrire certains de ces systèmes d'armes en projet comme non létaux n'est pas sérieux. Cela revient à dire qu'un fusil de chasse est non létal parce qu'il peut tirer des projectiles en éponge aussi bien que des plombs. Prochain chapitre. La fin des armes non létales. Dans l'une des premières évaluations des armes non létales publiées en 1970, Coates mettait en garde. Un risque majeur dans l'utilisation d'armes non létales est l'incapacité à garder l'aspect non létal propre, c'est-à-dire sans association avec des tactiques létales. Si les armes non létales sont utilisées pour renforcer les tactiques ou stratégies létales, la valeur principale des armes non létales peut être perdue. Les directives politiques. L'utilisation dans la pratique et le développement technologique dans la période intermédiaire n'ont pas tenu compte de cet avertissement. Cela pourrait accélérer la disparition non seulement de la valeur principale des armes non létales, mais aussi de tout le concept d'utilisation d'armes moins blessantes pour minimiser les pertes, en particulier dans l'arène militaire. Dans ce contexte, l'observation faite par Tando dans son livre de 1996 semble pertinente. Il est suggéré que, plutôt que les arguments en faveur d'un mode plus bénin de maintien de la paix soit la force motrice, la principale raison de l'essor des armes non létales pourrait être la possibilité de les utiliser en complément des opérations militaires régulières dans le cadre d'un effort visant à maintenir l'avantage militaire par la supériorité technologique. Pour l'essentiel, les armes non létales sont de nouvelles armes, de nouveaux moyens de violence rendus possibles par les progrès de la technologie. Et pourtant, l'idée de réduire le niveau de force utilisé par l'armée et la police en employant des armes moins blessantes peut être intéressante. Reconnaissant qu'aucune arme ne peut être non létale à 100%, notamment en raison de la susceptibilité variable des populations, Nick Lauer et l'auteur lui-même ont plaidé en faveur de l'établissement de paramètres beaucoup plus stricts pour ce concept. Les armes non létales sont explicitement destinées, conçues et utilisées pour neutraliser des personnes avec des effets temporaires et réversibles. Ainsi, une arme non létale ne doit pas provoquer de changements délétères permanents chez la personne, qu'ils soient physiques, physiologiques ou psychologiques. Elle doit être discriminatoire et ne pas causer de souffrance inutile. Elle doit offrir une alternative à l'usage de la force létale et en relever le seuil. Les éléments clés ici sont la nature temporaire et réversible des effets et le rôle sans ambiguïté de ces armes dans la réduction et le relèvement du seuil de l'utilisation de la force létale plutôt que de la compléter ou de la renforcer. Les déclarations politiques et doctrinales des militaires et des policiers peuvent sembler sans équivoque dans leur insistance sur le fait que les armes non létales ne pourront jamais remplacer les armes létales. Mais si le développement technologique offrait des alternatives viables, cette position deviendrait probablement intenable en raison de pressions politiques, juridiques et éthiques qui en résulteraient. On pourrait suggérer avec prudence qu'à l'avenir, l'utilisation de certaines armes non létales pourrait effectivement relever le seuil d'utilisation de la force létale. Toutefois, le développement d'une technologie d'armement répondant à ces contraintes plus strictes pourrait tout aussi bien s'avérer un objectif irréalisable.
Un facteur crucial est que la politique sous-jacente à l'utilisation d'une arme donnée et l'adhésion à cette politique s'inscrivent dans ces contraintes étroites. Certaines armes existantes, décrites comme non létales, telles que les produits chimiques irritants et les armes électriques, peuvent pour la plupart produire des effets temporaires irréversibles même si des décès surviennent et que des problèmes de santé importants subsistent. Mais dans de nombreuses situations, ces armes ne sont pas utilisées comme une alternative à la force létale ou pour élever le seuil de la force létale. Si l'on prend l'exemple des armes électriques, telles que les tasers, une politique beaucoup plus stricte en matière de déploiement et d'utilisation tant au niveau du fonctionnement, interdiction des chocs multiples et des règles d'engagement, en limitant l'utilisation aux seules situations où la force létale aurait été nécessaire auparavant, les rapprocherait du concept que leur concepteur épouse. Dans l'ensemble, cependant, les questions abordées ici incitent à la prudence et au scepticisme à l'égard des armes non létales existantes et émergentes. Le concept central de minimisation des blessures et des pertes a été entaché par des politiques et des pratiques contradictoires. La bannière du développement d'armes non létales a été cooptée à la fois pour le développement avancé d'armes létales et pour des tentatives de réintroduction d'armes interdites. Les armes existantes deviennent des technologies de conformité et les armes émergentes peuvent incarner des préoccupations de longue date concernant une technologie de contrôle politique en expansion. Dans ce contexte, l'observation de Lauer et Schofield, qui conclut leur critique des armes non létales de 1997, est d'autant plus pertinente 10 ans plus tard et doit être gardée à l'esprit. Le prochain chapitre, le développement contemporain des armes non létales. Ce chapitre complète l'évaluation historique des armes non létales en couvrant les efforts de recherche et de développement contemporains de 2000 à aujourd'hui, en accordant à nouveau une attention particulière au programme de recherche et de développement du ministère de la Justice et de la Défense des États-Unis. Petit a, évolution de la police. Petit a1, sécurité et efficacité. En 2000, le NIJ avait 17 projets en cours sur les armes non létales, qui avaient débuté entre le milieu et la fin des années 1990. Les recherches se sont concentrées sur les études de sécurité et d'efficacité des projectiles à impact contendant et de l'OC, autrement dit, le spray à poivre. Le développement de l'arme laser Dazzler était en cours, de même que l'étude d'une barrière lumineuse active. Cette dernière consiste à utiliser une source de lumière vive projetée sur des particules dispersées afin de créer un obstacle visuel pour une foule. L'évaluation et le développement du projectile à ayette annulaire, RAP, et du projectile électrique Sticky Shocker se poursuivent. En 2001, le NIJ s'est associé à l'Institut for Non-Lethal Defense Technology de l'Université d'État de Pennsylvanie, groupe qui travaille en étroite collaboration avec le JNLWD pour financer un nouveau projet en 3 phases. La première phase a contribué à la réalisation d'une étude conjointe visant à tester la précision et la force d'impact d'une gamme de projectiles à impact contondant afin d'augmenter les informations, souvent insuffisantes et non vérifiées, fournies par les fabricants. La recherche de la phase 2 consistait en une enquête sur l'exposition contrôlée à l'oléorésine de capsicum à base de calmant. Et la phase 3 était la mise en place d'un forum électronique en ligne pour soutenir une évaluation des besoins opérationnels en matière de technologie moins que létale. Le prochain chapitre, l'influence du 11 septembre. Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington, l'attention s'est rapidement portée sur la possibilité d'utiliser des armes non létales à bord des avions. La loi de novembre 2001 sur la sécurité de l'aviation et des transports a demandé au NIJ de procéder à une évaluation des armes non létales pour la sécurité des avions qui a été achevée en avril 2002.
Le rapport a conclu que les armes électriques, telles que le taser, étaient les plus prometteuses, mais que les projectiles à impact contondant pouvaient également être utiles. Il indique que des tests supplémentaires sont nécessaires sur les questions de sécurité, telles que les effets des armes électriques déchargées sur les équipements des avions et l'utilisation de projectiles à impact dans des espaces confinés. Elle a également noté que les armes légères et acoustiques devaient être développées davantage avant d'être envisagées, ajoutant que les niveaux de lumière qui sont réellement invalidants nécessitent souvent des niveaux de puissance qui causent des dommages permanents aux yeux. L'étude du NIJ a estimé que les pulvérisations de produits chimiques irritants n'étaient pas suffisamment incapacitantes contre des personnes déterminées, mais a noté qu'un système de libération à distance d'agents biochimiques incapacitants dans la cabine était à l'étude ou en cours de développement. Il est apparu par la suite que l'utilisation d'armes non létales avait en fait joué un rôle dans les attentats du 11 septembre 2001. Le rapport de la commission du 11 septembre 2001 fait état de l'utilisation de spray au poivre pour maîtriser des passagers et le personnel de bord des deux avions qui ont fini par s'écraser sur le World Trade Center. Ces dernières années, les compagnies aériennes n'ont pas cherché à déployer des armes non létales à bord des avions commerciaux. Un rapport de mai 2006 de l'US Government Accountability Office a noté que, en raison principalement d'autres améliorations apportées à la sécurité de l'aviation depuis 2001, il semble que les transporteurs aériens n'aient pas manifesté d'intérêt pour l'introduction d'armes moins létales, y compris les dispositifs de paralysie électrique à bord de leur appareil. Le prochain chapitre, les moteurs du programme. Une déclaration faite en mai 2002 par le directeur du NIJ a également donné un aperçu général de l'orientation et de l'objectif du programme de technologie de la TLP. Généralement, les projets financés par le NIJ dans ce domaine se sont concentrés sur 1. L'amélioration de la sécurité des armes à projectiles à traumatisme contondant. 2. L'amélioration de la précision et de l'efficacité de dispersion du spray au poivre dans les scénarios de barricade. 3. Évaluer la sécurité et l'efficacité du spray au poivre. 4. Développer et évaluer la technologie utile pour désorienter les suspects. Et 5. L'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des armes à choc électrique. De plus amples informations sur l'orientation du programme à l'époque sont fournies dans une présentation faite par le NIJ lors d'une conférence fin 2001, qui donnait un aperçu des différences perçues entre les exigences militaires et celles des forces de l'ordre en matière d'armes non létales. Ces dispositifs, du moins lorsqu'ils sont utilisés par les forces de l'ordre, doivent être efficaces sans pour autant sacrifier la sécurité, celle-ci étant définie comme des effets totalement réversibles dont la durée ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Malheureusement, les technologies les plus efficaces peuvent repousser les limites de la sécurité, tandis que les technologies très sûres ne sont souvent pas très efficaces du tout. Le prochain chapitre. Financement de la recherche. En février 2002, le NIJ a lancé un appel à propositions pour des technologies d'armes non létales, nouvelles ou améliorées, ainsi que pour l'évaluation des technologies existantes. Reflétant l'accent mis sur la sécurité intérieure à la suite des attentats du 11 septembre 2001, il recherchait des concepts destinés à la protection des bâtiments publics ou des aéroports et des armes pouvant agir à plus longue portée que les projectiles à impact contondant existants. Le NIJ a financé 8 nouveaux projets pour l'année fiscale 2002. 3 d'entre eux concernaient des essais et des modélisations visant à évaluer les blessures susceptibles d'être causées par des projectiles à impact contondant. Les autres recherches financées comprenaient le développement d'un lanceur à tir multiple pour le RAP, l'évaluation de 8 dispositifs de flashbang différents et une évaluation sur 2 ans de la manière dont les armes non létales pourraient être intégrées dans la sécurité des aéroports. En ce qui concerne les technologies d'armes, le NIJ a également financé 2 projets menés en collaboration avec l'armée.
la poursuite des travaux de développement d'un dispositif thermobarique ou d'un dispositif explosif air-carburant non létal et l'évaluation de l'utilité d'une grenade multisensorielle pour les applications de maintien de l'ordre. En 2003, un nouveau projet a été financé, une étude sur les blessures causées par diverses armes non létales. Il existe un détail de tous les projets sur les armes antipersonnelles financés par le NIJ pour les années fiscales 2000 à 2008. Chapitre suivant. Les alternatives britanniques à la balle en plastique. Au Royaume-Uni, la recherche sur les armes non létales s'est concentrée sur la mise à niveau et la mise au point de nouveaux projectiles à impact contondant et sur l'évaluation d'armes existantes prêtes à l'emploi comme alternative à la balle en plastique. Suite aux recommandations de la commission indépendante sur le maintien de l'ordre en Irlande du Nord en 1999, un groupe de pilotage britannique présidé par le Northern Ireland Office a été créé à l'été 2000 avec l'objectif suivant: déterminer s'il existe une alternative moins potentiellement létale aux balles de matraque et de passer en revue les équipements de maintien de l'ordre public qui sont actuellement disponibles ou qui pourraient être développés afin d'élargir la gamme des options tactiques disponibles pour les commandants opérationnels. Le travail du groupe directeur s'est déroulé en 5 phases jusqu'à présent. Le rapport de la première phase, publié en avril 2001, a défini des critères permettant de juger les solutions proposées et a fourni une analyse documentaire. Le groupe de direction a classé les technologies par ordre de priorité pour la poursuite des recherches et a chargé la direction du développement scientifique de la police, PSDB, d'effectuer les premiers tests et évaluations. Entre-temps, une nouvelle balle en plastique, la L21A1, a été adoptée par l'armée et la police du Royaume-Uni et en Irlande du Nord en juin 2001. Le rapport de la phase 2 des travaux du groupe de pilotage a été publié en novembre 2001. Il intègre les travaux de test et d'évaluation du PSDB et présente une première évaluation médicale des armes non létales. Cette dernière a été réalisée par un sous-comité du Conseil consultatif scientifique de la Défense, du ministère de la Défense, le sous-comité du DSAC sur les implications médicales des armes létales, de la DOMIL. Au moment de la publication du rapport de la phase 3 en décembre 2002, le groupe de pilotage avait conclu tous les projectiles à impact disponibles dans le commerce comme alternative à la matraque et avait demandé aux Defense Science and Technology Laboratory du ministère de la Défense de développer 2 nouveaux projectiles. L'un avec un corps écrasable pour réduire l'impact, dans le but de réduire le risque de blessures graves à la tête, le projectile à énergie atténuante, AEP, et d'autres conçus pour délivrer une poudre irritante, CS, libérée par une pointe frangible à l'impact, le projectile irritant discriminant DIP. Le rapport de la phase 3 présentait également les tests et l'évaluation effectuée par la PSDB sur le taser M26, qui avait reçu une priorité élevée pour des tests supplémentaires ainsi qu'une évaluation médicale effectuée par DOMIL. Le rapport de la phase 4 a été publié en janvier 2004 et à ce moment-là, la proposition de l'ACPO pour un essai opérationnel du taser M26 avait été acceptée avec un essai d'1 an commençant en avril 2003 avec 5 forces de police. En septembre 2004, l'utilisation du taser a été étendue aux responsables des armes à feu dans toutes les forces de police d'Angleterre et du Pays de Galles. Au milieu de l'année 2003, Taser International a lancé un nouveau modèle, le Taser X26, dont l'utilisation a également été approuvée par les forces de police britanniques en mars 2005. En novembre 2008, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il mettrait 10 000 tasers à la disposition des forces de police britanniques et, après 1 an d'essai, dans 10 forces de police, a décidé d'étendre leur utilisation au-delà des agents spécialisés dans les armes à feu. Cependant, la Metropolitan Police Authority
de Londres a rejeté l'offre d'une plus grande disponibilité du taser en faisant valoir que la MPA reconnaît le risque de susciter la peur et d'entamer la confiance du public si l'utilisation du taser est étendue à des agents de police non spécialisés et perçus par le public comme étant indiscriminés. L'autorité examine minutieusement chaque incident au cours duquel un taser est déchargé. Bien qu'il ne fasse aucun doute que, dans certaines circonstances, les tasers constituent une alternative très efficace aux armes à feu ou aux aspics, c'est-à-dire les matraques, leur utilisation doit être étroitement contrôlée et nous n'avons pas vu d'argument en faveur d'une extension de leur disponibilité. Le rapport du groupe de pilotage de la phase 4 a abordé le développement de l'AEP qui a finalement été introduit en remplacement de la balle en plastique L21A1 en juin 2005. En 2006, l'Office d'Irlande du Nord a publié le rapport de la phase 5 qui décrivait l'introduction de l'AEP et notait que des problèmes techniques concernant le DIP devaient être résolus, mais qu'il pourrait être introduit en 2009 ou 2010. Contrairement au programme du NIJ américain, le Home Office britannique ne s'est pas impliqué dans le développement de nouvelles technologies. Le PSDB, rebaptisé Home Office Scientific Development Branch en 2005, a procédé à une évaluation approfondie des armes non létales existantes, mais n'a pas effectué de recherche et développement de nouvelles technologies. Le développement de nouveaux projectiles à impact a été effectué par le DSTL du ministère de la Défense qui, avec la société privée Kineticu, sont les principaux centres de recherche sur les nouvelles armes non létales au Royaume-Uni. Le groupe directeur britannique sur les armes non létales entretient des liens étroits avec une organisation policière et militaire en Europe, au Canada et surtout aux États-Unis. Le HOSDB a conclu un accord de partage d'informations avec le NIJ depuis 1997. Dès le début de ses travaux, le groupe de direction a noué des liens étroits avec l'INLDT, ce qui a conduit à la création d'un groupe de collaboration appelé International Law Enforcement Forum, ou Minimal Force Options. Ce groupe a organisé une série de réunions avec des organisations policières, militaires et universitaires invitées, impliquées dans le développement et l'utilisation d'armes non létales pour le maintien de l'ordre aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe. Bien, j'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir, en espérant échanger avec vous de nouveau.